Bonjour à tous. On commence. Je m'appelle Nelia Bogrova. Je suis développeuse en Python et C# .NET depuis 7 ans au sein de S2I. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter le sujet sur le thème des virus et comment détecter les virus. D'abord, j'imagine que plusieurs d'entre vous ont déjà eu l'occasion de rencontrer des virus dans votre vie, perso ou pro. Moi, j'ai eu toujours peur des virus. Et il y a quelques années, j'ai commencé à m'intéresser à la cybersécurité. Et je me suis dit que pour combattre mes peurs, c'est bien de connaître plus de virus, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et j'ai découvert un domaine passionnant, en commençant d'histoire de premiers virus, différents types de virus, et aussi plusieurs moyens de détection des virus. Je voudrais d'abord vous raconter une histoire. Je me suis dit, tout le monde veut un petit ami, tout le monde veut être aimé. Ça, c'est le début du virus, l'un des plus virulents de l'histoire. Le virus I Love You. Je suis sûre que vous avez déjà entendu. Le 4 mai 2000, ce virus commence sa propagation sur Internet de façon impressionnante. En quelques jours, elle a touché les systèmes informatiques du Pentagone, de la CIA et des grandes entreprises comme L'Oréal, Siemens, Nestlé. Dizaines de milliers d'ordinateurs étaient touchés et les dommages sont de plus de 10 milliards de dollars. L'auteur de ce virus, c'est Onel de Guzman. À l'époque, il a eu 24 ans. C'était étudiant à l'université philippine. Et son but, c'était juste simplement de surfer sur Internet gratuitement. À l'époque, il avait possibilité de se connecter à Internet depuis les lignes téléphoniques en indiquant un login et mot de passe de d'autres personnes. C'est ensuite qu'il a ajouté la possibilité à un virus de se propager en utilisant le carnet d'adresse Outlook. Effectivement, plusieurs personnes ont cliqué sur le message, sur le fichier attaché en pensant que c'est un fichier texté. Mais si on regarde, si on lit jusqu'au bout, c'est un fichier Visual Basic, donc c'est un code virus qui crée un Visual Basic. Virulent, ce virus, il est cherché les morceaux de musique et des images en les infectant et en détruisant au passage. Onel de Guzman, il n'a pas été inculpé, car à l'époque, les lois de son pays ne prévoient pas ce type de délit. À l'avers de la France, la première loi relative aux fraudes informatiques était sortie le 5 janvier 1988, le jour de mon naissance, c'est peut-être un signe. Les peines sont très importantes, donc c'est interdit de créer les virus en France. Donc, le virus, c'est interdit de créer le virus en France. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un pseudovirus. Donc, c'est un virus à titre d'étude. C'est un code ayant un comportement de virus. Il n'y a pas de charge active, donc charge détruisante. Quand j'ai commencé à me renseigner sur les virus, je suis tombée sur un article de Linux Magazine de 2017 avec un article comment créer un virus en Python. Et quand je développe en Python, je me suis dit, ça peut être une bonne base. Donc, j'ai pris le code de cet article en se basant sur l'article. Donc, le code fait pour Linux, donc dossier bin. C'est le dossier l'un des plus importants qui contient les fichiers de commande. Par exemple, ls permet de voir tous les fichiers qui contiennent un dossier, cp c'est pour copier, mkdir pour créer un nouveau dossier. Donc, tous les fichiers de commande sont dans ce dossier-là. Et le virus, il va chercher le fichier dans ce dossier et il va remplacer le fichier cible et il va copier le code de virus, le code de fichier cible en commentaire. Première étape pour moi, c'était déjà de faire marcher le code parce que le code d'un article ne marche pas volontairement, parce que c'est interdit de créer les virus. Donc, j'ai corrigé les erreurs, j'ai refait le script. Ensuite,
j'ai ajouté quelques fonctionnalités caractéristiques de virus dans mon script. Et ensuite, j'ai développé un antidote pour récupérer mes fichiers. J'ai donné le nom à mon virus Download Bestsellers Books. Souvent, la première action, c'est l'action d'utilisateur pour lancer le virus. Et pour le donner envie, j'ai donné ce nom parce que moi, j'adore lire. Et ça peut être motivé d'autres personnes de cliquer sur cet fichier pour télécharger les livres. Qu'est-ce que fait mon virus? Donc, sur le parti à côté de la porte, ça, c'est le premier lancement. Donc, première fois, l'utilisateur lance le virus. Il ne se passe rien, il ne voit rien. On dit, bon, c'est un mauvais fichier, ça ne fait rien. Par contre, derrière, le virus, il cherche. Le premier fichier, c'est ls, c'est point d'entrée. Il récupère le code de ce fichier, c'est un fichier binaire, et il récupère le code du virus. Ensuite, il fait l'infection, donc il remplace le fichier ls et le code du fichier ls, il le laisse dans le commentaire de son virus, donc à la fin du fichier. Ensuite, quand l'utilisateur utilise un commande ls, donc pour voir qu'est-ce que se retrouve dans le dossier, quel est le fichier, ls, il choisit un des fichiers qui se trouve dans le dossier bin pour continuer la propagation. Donc, il récupère le code de nouvelle cible, récupère le code de virus. Parce que maintenant, dans le code de virus, dernière ligne, c'est le commentaire du fichier qui était lancé. Donc, on récupère que partie de virus. Il remplace le fichier d'original, le fichier de cible, et met le code de cible en bas dans les commentaires. Donc, une fonction est finie. Et à la fin, on exécute quand même le fichier ls pour que l'utilisateur ne se rende pas compte. Mon pseudovirus, il ne contient pas les charges actives, donc il n'y a pas de choses détruisantes. Par contre, si les cybercriminels, ils pourraient ajouter ici, avant l'exécution de ls, la partie de charge active. Donc, ça peut être, par exemple, de s'arrêter le service qui est tourné, par exemple, les SQL serveurs, le Tomcat, d'installer d'autres serveurs, par exemple, les serveurs de Bitcoin qui va tourner sur votre machine, d'aller chercher dans le browser les mots de passe, les cookies pour récupérer l'information personnelle. Donc, ça, c'est à ce niveau-là. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 parties principales de mon script. Parce que c'est interdit, du coup, je ne montre pas tous les codes. Attention. Et d'abord, juste pour montrer, au début, j'ai testé sur une machine virtuelle qui n'a pas l'accès à Internet et j'ai recopié les fichiers dans le dossier pour ne pas tout casser. Au début, on voit que c'est les fichiers exécutables, fichiers binaires. Et ensuite, quand je commence à exécuter mon code, on voit que le nom reste, mais par contre, c'est le fichier Python à la place, Python 3, et qui pèse beaucoup plus. Un petit vidéo. Donc, c'est le premier lancement de mon code, donc c'est le code Python. Donc, infection, c'est un virus, il n'est pas très discret. Qu'est-ce qui se passe? Et ça permet de voir les contenus. Après, j'ai continué après les, c'est infect df, après df c'est find, et à la suite. Donc, chaque fois, il y a une nouvelle cible qui est infectée. À la fin, quand il n'y a plus de fichiers à infecter, on exécute justement le code, seulement le code de cible. Donc, voilà, ici, all files already corrupted. Donc, on a fait tour de tous les fichiers, notre propagation est finie, et la taille de fichier est beaucoup plus importante. Et comme dans le dossier bin, il y a plusieurs fichiers, donc ça peut vraiment être embêtant pour l'utilisateur. Donc, la première fonction que je voudrais vous présenter, c'est le choix de fichiers de commande à infecter. Donc, c'est écrit en Python 3. Donc, toujours, je commence avec le point d'entrée, c'est fichier ls. Je lis avec readlines et je vérifie si le fichier est déjà infecté.
S'il est infecté, je choisis un autre fichier dans le dossier bin. Donc, c'est partie infect. Je récupère tous les fichiers listdir. Je les mélange pour que chaque fois, le virus il aura un comportement différent. Comme ça, pour antivirus, c'est plus compliqué de le détecter. Et je choisis un des fichiers, je lis le contenu et je regarde s'il est déjà infecté. S'il n'est pas infecté, je le prends pour poursuivre. S'il est infecté, je fais un pass pour choisir un autre fichier. Infection de nouveaux fichiers, comment ça se passe? Je supprime le fichier de cible. Donc, il n'y a pas de rollback. Je remplace par mon virus. Donc, j'écris tous les fichiers du virus un par un. Et à la fin, j'ajoute le commentaire. Commentaire est tout le code de fichier cible que je lis à une ligne. Donc, à la fin, c'est une ligne avec tout le code en commentaire. Et je donne le droit d'exécution à ce fichier-là. Et troisième partie très importante, c'est l'exécution de code original. Donc maintenant, notre code original, il est dans le commentaire tout en bas de notre fichier avec le virus. J'ai créé un fichier temporaire et j'ajoute dans le mode binaire le contenu de notre ligne à partir de commentaires. Je donne les droits et j'exécute. Donc, comme ça, le code exécuté, on utilise le fichier temporaire pour l'exécuter. Maintenant, quand on a vu comment écrire le virus, comment on peut le détecter? Les meilleures solutions, c'est avoir un antivirus à jour. C'est très important parce que les antivirus, ils retrouvent les virus par les signatures. Et si l'antivirus n'est pas à jour, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas toutes les signatures, et le virus, il ne peut pas être détecté tout de suite. Il y a plusieurs antivirus, tout ça c'est bon. Donc, si vous n'êtes pas sûr, il y a la possibilité d'exécuter la vérification online. Donc, pas besoin d'installer un antivirus en plus, mais pouvoir vérifier les fichiers douteux en ligne. Moi, dans mon cas, j'ai utilisé les sites. C'était très pratique. Il y a plusieurs sites qui permettent de faire une multi-analyse. Par exemple, Hybrid Analysis, Virus Total et Malwares. Est-ce que vous avez déjà attendu, vous avez déjà utilisé ces sites? En fait, c'est les sites qui contiennent entre 50 et 70 antivirus différents dedans. Ils font update en permanence. Donc, quand on ajoute le fichier pour analyse, ils utilisent tous les antivirus installés pour vérifier, parce que parfois, il y a des antivirus qui trouvent le virus et les autres non. Donc ça, c'est intéressant de voir le score de combien d'antivirus ils ont détecté ce virus. Il fait des analyses de string contenus dans le fichier, des analyses de réseau qu'il demande d'être envoyé par le réseau. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, on fait analyse complète. Par contre, attention, tout ce que vous envoyez, ça devient public. Donc, pas information personnelle ou professionnelle pour ça. Juste, par exemple, si on télécharge un exécutable 7-zip et on n'est pas sûr, normalement, on télécharge sur le site officiel. Mais si ce n'est pas le cas, on peut charger et vérifier s'il n'y a pas un virus à l'intérieur. Donc, moi, j'ai utilisé Hybrid Analysis pour vérifier mon fichier, mon code que j'ai écrit. Donc, ici, il indique que c'est clean et c'est normal parce qu'il n'y a pas de charge active. Par contre, ce qui est intéressant, il a trouvé quand même des indicateurs suspicieux. Donc, les indicateurs qui permettent, c'est les cybercriminels qui peuvent utiliser. MitraTac, c'est une base qui contient tous les tactiques diverses et comportements de cyberattaque qui est mise à jour tous les temps, régulièrement. Donc ici, on voit qu'il y a 9 indicateurs suspicieux, 7 attaques techniques et 4 tactiques. Et ensuite, on peut voir en détail les types des indicateurs qu'il a trouvés. Par exemple, ici, on voit que quand on a fait liste de dire, vérifier tous les fichiers qui existent, normalement, les codes ne doivent pas faire ça, ou donner les droits. Donc, il fait extraction de tous les strings, toutes les lignes de virus, et on peut voir
ce qu'il trouve intéressant. Donc, OSH mode, c'est pour donner les droits à exécution, les dire donc pour voir tous les fichiers qui se retrouvent dans le dossier. Et on utilise aussi un encodage. J'ai utilisé quelques méthodes spécifiques virus pour le rendre un peu plus virulent. Donc, c'est éviter d'utiliser le fichier temporaire. Donc, quand on l'utilise, même si on supprime après, ça laisse des traces. Aussi, on peut utiliser pinstaller. C'est une application qui permet de créer un fichier qui inclut un environnement Python. Par exemple, si on envoie ce virus et l'utilisateur n'a pas Python installé sur son ordinateur, il ne peut pas lancer, ça ne marche pas. Donc, si on crée un fichier pinstaller, il a tout à l'intérieur, donc pas besoin d'un environnement en plus, ça va marcher. Et on peut aussi rendre le code polymorphe, c'est-à-dire à chaque fois quand le virus se propage, le fichier il est taille différente. Donc, la structure est différente, les signatures du virus elle est différente. Pour donc antivirus, ce sera du mal de le retrouver ensuite. Exemple, polymorphisme de base. Donc, ici, le code du virus, j'ai séparé en deux parties avec un choix random et j'ai inséré le commentaire entre les deux parties. J'ai ajouté aussi les lignes commentaires, donc ça ne fait rien. Par contre, ça augmente la taille du fichier et chaque fois, les fichiers sont différents. J'ai aussi utilisé ce process pour exécuter le code binaire directement dans le code Python sans créer les fichiers temporaires. Et ensuite, j'ai utilisé pinstaller qui m'a créé un download bestsellers books, donc version 2, version améliorée, qui crée juste un exe file. Donc, c'est plus facile pour l'utilisateur de lancer exe, plus parlant. Donc, cet exe fait la même chose. Il n'y a pas de différence. Par contre, si on fait analyse avec ce fichier-là, là, on voit qu'il y a beaucoup plus d'indicateurs malicieux. Et par exemple, ici, il a trouvé déjà 60 au lieu de 9 qui étaient avant. Pareil, on peut voir un peu plus en détail. Donc, import Suspicious API, ce qui fait pinstaller. Il importe tous les API donc pour pouvoir lancer à n'importe quel environnement mon fichier. Et à la fin, j'ai lancé mon antidote qui fait passe dans le dossier, qui retrouve si les fichiers sont infectés et repart. Et donc, à la fin, on retrouve le fichier de base commenté. Les conseils. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Donc, conseil de base, n'a pas stocké le mot de passe en clair sur votre machine. Parce qu'il y a plusieurs virus qui récupèrent, qui ont accès au browser pour récupérer si c'est un mot de passe en clair, donc il peut récupérer tout. Utilisez KeePass, c'est conseillé par ainsi. Donc c'est un très bon outil pour gérer les mots de passe. Avoir un antivirus à jour et faire les scans régulièrement. Donc c'est pour avoir les signatures de virus à jour. Scanner les fichiers de avant d'exécuter. Donc on ne télécharge à partir du site officiel. Et si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas d'utiliser le site. Comme ça, si ce n'est pas le fichier avec les informations sensibles, vous pouvez utiliser soit les sites comme ça, soit antivirus online, soit si vous avez déjà téléchargé sur ordinateur, relancer antivirus sur ces fichiers-là. Et faire les sauvegardes de votre donnée à côté contre les ransomware. Si aller plus loin, c'est conseillé de rester plus souvent comme un utilisateur simple et pas administrateur. Parce que si vous lancez virus, il aura tous les droits si vous êtes un administrateur. Vérifiez régulièrement les programmes lancés au démarrage. Parce qu'il y a un type de virus qui s'ajoute dans les secteurs d'amorphe et qui se lance en démarrage d'ordinateur. Donc, on peut voir ça dans le gestionnaire des tâches. Observez l'activité de réseau. Le plus connu, c'est Wireshark. Donc, on peut voir les packages qui rentrent, qui sortent, quelle information. Comme ce n'est pas évident, donc mettre antivirus à jour. Normalement, elle fait tout ça, tout le nécessaire. Et le plus important et plus compliqué, c'est rester vigilant. Parce que la première action, c'est action d'utilisateur. De télécharger de l'antivirus, c'est toujours utilisateur. Vérifier ou télécharger. Même virus se retrouve
pas forcément dans les fichiers exe, ça peut être PDF. PDF, ancienne version, c'est facile à ajouter virus. Je fais les tests, on ne va pas, on ouvre les fichiers et virus se lance. Attention à virus, ancienne version de logiciel. Et je vous donne les liens utiles. Ça permet de voir les nouveautés, les nouveaux antivirus et les nouvelles attaques qui se passent au monde. Si vous n'avez pas besoin de vérifier tous les temps, je vous conseille le dernier site. Ça fait une mail par semaine avec tout ce qui s'est passé, les choses importantes et intéressantes dans la semaine. Maintenant, si vous avez des questions, je suis prête à répondre. Merci. On a 1 minute. J'ai une question, si vous n'avez pas de question. J'ai regardé quelques statistiques. À votre avis, combien, j'ai une statistique pour 2021, combien de virus par jour le nouveau fichier malicieux sort par jour en 2021? 5 000, 50 000, 300 080. Qui est-ce que vous en pensez? Troisième, 300 080 fichiers par jour 2021. On peut multiplier par 3 ou par 5 en 2023. Il n'y a pas encore de statistiques, mais c'est énorme. Est-ce que vous pensez qu'il y a un virus qui est créé pour le Linux? Est-ce que ça existe? Oui, mais beaucoup moins. Il y a 91% pour le Windows, les virus, et que 9% pour Linux. Et un chiffre intéressant, ça c'est 2023, combien milliards d'euros par mois ils gagnent avec les virus? 5 000, 100 milliards, 666 milliards. Et les derniers chiffres, par mois. Donc multiplié par 12. Et merci.